tout ça, ça donne des renseignements formidables et finalement les familles qui ont la chance de feuilleter ce dossier, elles ont une image plus complète du parcours de leurs ancêtres étrangers que celui de leurs ancêtres français. Racines et récits, Racines et récits, le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de rentrée de Racines et récits. Ils s'appelaient Salvatore, Fatima, Boris ou encore Antonio et ils ont un jour choisi de poser leur valise en France et d'en acquérir la nationalité. On considère qu'ils ont été ainsi près de 3 millions à effectuer cette démarche au XXe siècle. Que reste-t-il aujourd'hui de leur décision ? Un dossier de naturalisation qui ne demande qu'à ressurgir du passé avec l'aide aujourd'hui de Christine Luxemburger. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane. Christine, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Tu es généalogiste familiale, membre de l'U-Projet, et tu vas nous aider à mettre la main sur ce fameux dossier de naturalisation qui constitue sans doute l'une des plus belles pièces généalogiques que l'on puisse dénicher. Mais tout d'abord, en quoi consiste ce dossier, Christine ? Alors d'abord, il faudrait rappeler une petite chose, c'est que la notion de citoyen français, elle démarre à la Révolution seulement. Donc ensuite, le Code civil esquisse les droits et les devoirs, mais les lois changent souvent, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans tous les cas, quand un étranger résident en France veut devenir français, il doit préparer une demande. Et ce dossier de naturalisation comporte toutes les pièces justificatives et les documents pour soutenir sa démarche. Justement, quels sont les principaux éléments que l'on trouve dans un dossier de naturalisation ? J'imagine que son contenu est très riche, du coup. Ah, tout à fait, c'est une mine d'or pour le généalogiste. Alors d'abord, on trouve un très long questionnaire auquel répondent le demandeur, le postulant, et souvent sa femme, quand c'est un couple, c'est formidable. Qu'est-ce que contient ce questionnaire? L'état civil des postulants, leur lieu de naissance, leur date, celle de leur mariage, de leurs enfants. Souvent, on a une partie des enfants qui sont nés dans le pays d'origine et les autres en France, mais aussi l'état civil des parents de chacun des postulants et de chacun des frères et sœurs des postulants. Après, il y a toute la période, il y a toutes les questions sur leur date d'arrivée en France, leur résidence successive, des questions sur leurs antécédents judiciaires, bien sûr, la situation militaire, le niveau de français, la situation financière, c'est-à-dire quel est leur salaire à leur moment de la demande, leur loyer, et puis les raisons de la demande. Alors attention, tout ça, ce sont des réponses des postulants, donc elles sont parfois approximatives, notamment sur la date de naissance de leurs parents, et ça donne des pistes. Et ensuite, le dossier, qui est souvent très important, hein, c'est 20 pages, 80 pages, il comprend les pièces justificatives de ce que les gens ont dit. Donc les actes d'état civil, les casiers judiciaires, les attestations de service militaire en France ou dans le pays d'origine, les attestations des employeurs, des mairies où ils ont résidé, parfois les certificats médicaux, les scolarités des enfants, et puis la décision du préfet qui est précédée par une enquête de moralité parfois. Et puis plus personnel, il y a la lettre de demande des gens qui n'ont pas toujours été écrites par eux, mais toujours signées par eux. Et puis à partir des années 1940, on a souvent la photo. Oui, quand tu parles de mine d'or, là, je crois que vraiment, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on a vraiment une photo complète d'une famille, du postulant. Ça va même jusqu'à sa moralité, ses opinions politiques. Enfin, c'est extrêmement pointilleux. Oui, je crois que là, on peut vraiment parler de mine d'or. Oui, alors c'est très détaillé, mais toutes les informations sont à replacer dans le contexte historique. Alors souvent, il y a des réponses un petit peu différentes. Quel est le pays d'origine et ses relations avec la France au moment de la demande? J'ai beaucoup de dossiers d'Italiens qui n'ont pas d'acte d'état civil dans les années 30-40, parce qu'à cette époque, l'Italie ne veut pas que ses ressortissants deviennent français. Donc les gens doivent souvent aller faire des actes de notoriété auprès du juge de paix en France.
Après, quels sont les besoins de la France? Alors, j'ai un dossier de Belge dans les années 1910 où le préfet souligne 3 fois que la famille a 6 fils. Alors, on comprend pourquoi, c'était la veille de la guerre. Le service militaire à cette époque est déjà passé à 3 ans. Ensuite, c'est pointilleux, mais c'est pas forcément négatif. J'ai un cas où la personne a fait une petite bêtise, elle a volé, elle a été renvoyée dans son pays. Mais quand elle revient et qu'elle redemande, elle a 3 ou 4 appuis disant que c'était vraiment une bêtise et que la personne mérite vraiment d'être française, elle est utile, etc. Donc au total, tout ça, ça donne des renseignements formidables et finalement les familles qui ont la chance de feuilleter ce dossier, elles ont une image plus complète du parcours de leurs ancêtres étrangers que celui de leurs ancêtres français. Alors, Christine, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de se procurer un tel dossier? Est-ce que tu pourrais en quelques mots préciser le parcours de recherche qui est sans doute lié, comme tu l'as dit, à l'époque à laquelle le dossier fait référence? Mais il faut dire à nos auditeurs que c'est pas si simple, en fait, de mettre la main sur la cote, car je crois que sans cette fameuse cote, le dossier ne peut pas être transmis. Oui. Alors les dossiers se trouvent aux Archives nationales à Pierrefitte. Il y a quelques dossiers dans les archives départementales, mais alors là, il faut vraiment un coup de chance parce qu'elles ont été gardées en échantillonnage et très souvent détruites. C'est un jeu de fistes, mais c'est faisable. La démarche est très très bien expliquée sur le site des Archives nationales et sur le site de certaines archives départementales. Alors la clé, c'est de trouver le décret, selon la période, dans le bulletin des lois ou ensuite au journal officiel. Les étapes suivantes, elles sont longues à détailler, mais encore une fois, c'est très très bien expliqué par les Archives nationales. Et une fois la cote du carton trouvée, il faut faire une demande d'extrait et attendre la réponse. Ça leur permet de regarder si le contenu est disponible. Et ensuite, il faut se déplacer souvent. C'était ma question, Christine. Est-ce qu'il faut se déplacer systématiquement, selon toi? Ou est-ce que je sais que sur le site des Archives nationales, on peut aussi faire une demande en ligne en s'inscrivant comme lecteur des Archives nationales? Mais là, j'imagine que le délai n'est pas le même. Alors moi, je suis généalogiste, donc amoureuse des vieux papiers, donc je peux que favoriser le déplacement. En plus, c'est extrêmement émouvant, que ce soit notre famille, celle des autres, tous ces dossiers sont très émouvants. Mais la demande de reproduction est parfaitement possible aux Archives nationales. Alors, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous confier sur des dossiers que tu as eu en main justement pour toi ou peut-être même pour ta propre famille? Alors, la chose très amusante, c'est que le premier dossier de naturalisation que j'ai feuilleté, c'est celui de mon arrière-arrière-grand-mère, et je l'ai trouvé totalement par hasard. Parce qu'elle était née en 1850 à Belfort, française, restée française pendant l'annexion, puisque Belfort n'a pas été annexée après la guerre de 1870. Mais voilà, elle était tombée amoureuse d'un Italien et s'était mariée et avait vécu avec lui à Genève. Donc, elle a été veuve, elle a fait sa demande de réintégration dans la nationalité française. Et c'est le premier dossier que j'ai pu consulter. Et c'était très émouvant, tout simplement parce qu'il y avait 2 lettres manuscrites absolument formidablement bien écrites de sa part. Après, dans les choses un petit peu émouvantes aussi, et puis ce que les familles ont aimé, c'est par exemple une famille qui a découvert que toute la fratrie avait émigré, mais dans différents pays. Donc, ils ont trouvé une branche aux États-Unis, une branche en Angleterre, etc. Et puis, ce qui reste vraiment émouvant, c'est toujours les photos. J'ai trouvé comme ça, pour une famille, la photo de leur maman à l'âge de 7 ans. Ils n'avaient jamais eu une photo de cette époque-là, de son enfance, donc ils étaient ravis. Oui, le conseil qu'on peut donner à tout chercheur amateur, c'est vraiment de commencer par ça, de rechercher dans les arbres qui peuvent constituer ces personnes qui auraient émigré. Alors oui, comme j'ai dit, il va falloir vérifier les renseignements fournis dans les questions, hein, parce que le village d'origine est souvent plus précis que dans les actes d'état civil français, parce que l'officier d'état civil français avait du mal à retranscrire le nom du village d'origine. Mais d'un autre côté, c'est aussi plus approximatif.
De toute façon, il faut quand même chercher ce dossier en premier avant de démarrer des recherches à l'étranger. Enfin, c'est mon conseil. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, on ne trouve pas forcément le dossier de la personne recherchée, mais il faut regarder aux alentours. Il m'est arrivé de trouver le dossier du frère, de la sœur. Si la personne qu'on recherche a, par exemple, épousé un Français et est devenue française de cette façon-là, on peut avoir le dossier de son frère ou de sa sœur qui a épousé un étranger. Et ça aide aussi puisque ça reconstitue la famille, les parents et la fratrie, quoi. Je voudrais te poser une question sur une particularité, une période de l'histoire où il y a eu une remise en cause des naturalisations, et je crois que c'est le régime de Vichy au début de l'installation du régime de Vichy en 1941 ou 40. Il y a eu une modification. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, tout à fait. C'est une période où l'État français a demandé à réviser pratiquement tous les dossiers récents. Et donc, quand on trouve des dossiers de naturalisation faits en 36, 37, on peut voir sur la pochette un tampon marquant que ça a été révisé par la commission, je ne sais plus comment elle s'appelait, et que c'est maintenu. Mais certains ont été déchus, y compris d'ailleurs des Français. Alors, j'ai une dernière question, Christine, pratique. Sur quelle période est-ce qu'on peut rechercher des dossiers de naturalisation? Comme tu l'as dit tout à l'heure, la citoyenneté, ça commence à la Révolution. Est-ce que ça veut dire que c'est à partir de cette époque-là que les données sont structurées et aujourd'hui archivées? Est-ce que c'est une borne qu'on peut établir? Oui, alors la borne, on l'établit quand même un peu plus tard, hein. C'est à partir de 1803 qu'on a des dossiers. Et puis, aux Archives nationales, ils les tiennent pour l'instant jusqu'à 2012 et ils les reçoivent régulièrement. Donc, en fait, ce qui est formidable aussi, c'est que c'est communicable au bout de 50 ans. Donc, c'est assez récent. Et la seule chose qui peut se passer, c'est que si le dossier a des aspects médicaux ou judiciaires qui ne sont pas encore communicables, les employés vont le retirer du dossier avant de le montrer. Mais c'est pour ça qu'il est réservé à l'avance. Mais les archivistes connaissent parfaitement ce phénomène et c'est très bien. Et puis, bien sûr, si c'est son propre dossier, on peut le voir à tout moment. Christine, un grand, grand merci pour toutes ces précisions et pour ta participation à Racines et Récits. Et je rappelle l'adresse de ton site à tous nos auditeurs. Ça s'appelle genealuxi.com. Merci, Christine. Merci Stéphane. Vous venez d'écouter le 10e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 26 septembre en compagnie d'Emmanuel Souchet qui nous parlera du découpage administratif français de l'Ancien Régime, entre prévôté, bailliage et autres sénéchaussées. À bientôt!